Là, on arrive en fait devant l'hôpital Tenon. J'y travaille depuis 3 ans. Aujourd'hui, on est sur une journée de mobilisation parce qu'il y a eu des annonces budgétaires qui sont catastrophiques pour la santé. Il y a mes collègues là, de la CGT qui ont commencé à installer une petite table, les banderoles, etc. pour vraiment signaler qu'aujourd'hui il y a une journée de grève, aujourd'hui on est mobilisé. Et ça permet de signaler à la fois tu vois, aux collègues qui entrent et qui sortent, les médecins, les internes, etc. mais aussi aux patients. Parce que les patients, ils entrent aussi par là. Et donc ça permet aussi de faire le lien patient-collègue, patient-soignant, pour un petit peu montrer ce qui se passe à l'hôpital aussi, parce que des fois quand on est patient, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe derrière pour les soignants. Globalement, les patients sont très gentils avec nous, ils savent qu'on est en galère, mais c'est quand même important de montrer que toutes ces discussions qui peuvent avoir lieu à la télévision, etc., en fait, elles ont des conséquences très pratiques pour nous, sur nos conditions de vie, sur nos conditions de travail, sur nos patients aussi. Parce que ça veut dire des retards de prise en charge, ça veut dire... Donc, à un moment, quand on aime l'hôpital, et moi c'est mon cas, j'aime mon métier, j'adore ça, tu vois, mais il y a un moment, il faut savoir dire stop. Stop au fait qu'on casse l'hôpital. On a des collègues qui sont en grève, et donc on a ouvert une caisse de grève en ligne et on fait ça. Pour récolter un peu de sous, pour aider les collègues qui regardent. Il y a Céline là derrière avec sa caisse de grève comme ça. Alors pour nous, c'est important de se mobiliser parce que toutes ces décisions politiques-là qu'on entend parler, elles ont des conséquences. En fait, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que j'avais envie d'être dans un métier où j'allais avoir un savoir-faire de mes mains. Enfin, voilà, des compétences et un savoir-faire, et que j'allais être dans le soin. Et en même temps, c'est un métier dans lequel tu as tout. Ce métier, tu as tout. Tu as du relationnel, tu as du technique, tu as de l'urgence, tu peux avoir des postes moins sur les urgences, avec plus de soins longs. Tu peux faire de la psy, tu peux tout faire avec ce métier. C'est ça qui m'a plu, en fait. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Mais je savais qu'il était dur. Il ne faut pas croire que les gens choisissent ce métier uniquement pour des belles raisons, mais aussi pour des raisons très pragmatiques. Je savais que j'aurais pas de chômage. Je savais que je ne connaîtrais pas le chômage, par exemple. Je savais que je trouverais toujours un travail, je savais que je pourrais changer de ville, que je pourrais déménager, retrouver un travail. Voilà, que j'aurais cette mobilité, d'une certaine façon, une flexibilité, tu vois. Avant de faire infirmière, en plus, j'ai beaucoup fait de petits boulots, quoi. J'ai travaillé dans la restauration rapide, beaucoup. J'ai fait caissière, aussi beaucoup. J'ai fait des ménages, j'ai fait faisant fonction, aide-soignante. Donc ça, tu vois, c'est un parcours déjà un peu... C'est pour ça que je dis, bon, on ne pourra pas me dégoûter de ce métier. J'ai choisi ce métier en connaissance de cause parce que j'ai vu aussi d'autres choses et je sais que c'est difficile aussi ailleurs. Il y avait aussi cette recherche d'une sensation d'apaisement financier, en tout cas de stabilité. Et tu vois, je l'ai beaucoup mieux, c'est sûr, je l'ai beaucoup mieux qu'avant, tu vois. Mais j'ai quand même cette sensation de courir derrière. J'ai un tableau budget, tout le monde me l'envie et tout le monde rigole. C'est un tableau, mais laisse tomber, quoi. C'est un budget de planeur. Et tous les mois, je note chaque dépense, etc. Alors que j'avais cet espoir que quand j'aurais ce métier, finalement, et que j'aurais une vraie paix, je m'étais dit, je ne regarderai plus. Ah, moi, j'ai l'impression d'être en retard, oui. J'ai l'impression de ne pas pouvoir construire. Si tu veux, c'est ça qui est marrant à mon âge maintenant, à mon âge avancé. C'est que quand tu es jeune, tu te dis que ta retraite, tu la verras jamais et que tu t'en fous. Et moi, quand j'étais jeune, je me disais ça. Je me disais, ouais, la retraite, de toute façon, je la verrai jamais, je m'en fous, tu vois. Sauf qu'à un moment, j'ai vieilli. Et d'un coup, je me suis dit, ah mais en fait, la retraite, je vais y aller un jour. Je vais voir la retraite. Et j'ai fait le calcul sur le calculateur et j'ai vu que j'allais pas toucher BZF. Et là, j'ai flippé, quoi. Je me suis dit, ah putain, la pension va être vraiment terrible. Et alors, en plus, moi, il va falloir que je travaille jusqu'à... Comme j'ai fait plein de petits boulots avant, je crois qu'il va falloir que je travaille jusqu'à 69 ans. Je veux pas y penser, tu vois. Je me dis, non, mais je pourrais pas travailler jusqu'à cet âge-là. Qui peut bosser jusqu'à cet âge-là ? Mais ça va pas. La meilleure façon de le formuler, c'est en citant Philippe Martinez de la CGT qui disait ils nous rajoutent, ils allongent les 2 pires années de travail, c'est-à-dire les 2 dernières, et ils nous volent les 2 meilleures années de retraite, c'est-à-dire les 2 premières. Et il avait raison. Moi, tu me vois là, à 62 ans, aller courir toute la journée avec de plus en plus de douleurs partout dans le corps, courir toute la journée, installer des blocs, transférer des patientes, remonter des blocs, faire du ménage, nettoyer en haut, en bas, me baisser, me relever, passer. Des fois, je dois passer sous la table du bloc opératoire pour faire faire des soins. Et on voudrait nous faire travailler jusqu'à cet âge-là. Il y a bien des gens qui sont assis derrière un bureau à longueur de journée pour penser à ce genre de truc, tu vois. Non, mais franchement, il y a bien que Moi, un jour, j'attraperai tous les mecs en costard.
et je les foutrais au bois ailleurs. Non, je les ferais travailler là-dedans. On est en sous-effectif tout le temps, et notamment on est en sous-effectif parce qu'on a des départs, mais tout le temps en fait. Je peux même plus suivre le nombre de caisses de pots de départ, tu vois. Ah, la cagnotte litchi, j'en peux plus, quoi. Il y a des cagnottes tous les mois. Il faut un budget complètement départ de collecte, quoi. En plus, à chaque fois, c'est un crève-cœur parce que tu formes quelqu'un, tu es avec quelqu'un et tout, et puis elle s'en va. Pourquoi ce métier arrive à tel point à essorer des gens qui ont la volonté, qui ont les compétences, qui ont les connaissances, qui ont fait 3 ans d'école, qui ont fait les stages? Elles l'expriment bien, mes collègues, quoi. Elles le disent. Alors, il y a différentes raisons. Les horaires, ça ne me va pas. Finalement, à Paris, financièrement, je m'en sors pas forcément si bien que ça. Et puis, ce qu'elles décrivent très bien, mes collègues, mais ce que j'ai ressenti, et de toute manière, ce que toutes mes collègues décrivent très bien, mais c'est cette sensation d'isolement, en fait. C'est que tu commences ton métier. Encore une fois, tu as 21, 22 ans. Il faut prendre conscience de la jeunesse de mes collègues. Là, j'ai des collègues, elles commencent, elles sont seules, elles ont des services de 22 patients, 30 patientes, 40 patients en cardiologie de nuit. Et la trouille que tu dois avoir quand tu es toute seule avec tes patients la nuit, que tu n'as pas de personne référente, de personne repère pour t'aider, mais la trouille au ventre. Tu m'étonnes qu'elle burn-out, tu m'étonnes qu'elle craque, quoi. Tu m'étonnes qu'elle quitte le métier. Tu connais l'histoire du burn-out ? Le burn-out, ça a été étudié d'abord chez les infirmières à New York. Voilà. Je pense que c'était après la période SIDA, tu vois. Et donc dans le burn-out, la façon dont d'abord ils l'ont découvert et dont ils l'ont qualifié, c'était de dire y a une différence entre ce qu'elles voudraient faire et ce qu'elles peuvent faire sur le terrain. Elles se sentent maltraitantes, elles ne sont pas bien, il y a une sorte de pression tout le temps et du coup elles burn-out parce qu'elles travaillent, elles essayent de rattraper l'écart, etc. Donc c'est comme ça qu'on a découvert le burn-out, par exemple. Il y a beaucoup de fatigue, d'épuisement et voilà. Mais comme à l'époque, quand on a découvert le burn-out, quand on interrogeait les infirmières, on leur disait « alors ça va ? Non, ça ne va pas. Les conditions de travail pourries, etc. » Et à la fin, on leur demandait « mais vous voulez continuer à faire ce travail ?» Elles disaient toutes « oui. » Donc en fait, t'es pas bien dedans, mais tu veux continuer à le faire, tu vois. Et moi encore, je me dis, je peux partir quand je pars parce que j'ai une relève, tu vois, et que voilà. Mais mes sages-femmes, elles sont parties avec 1h30 de retard hier. Elles travaillent en 12 heures. Hein. Elles ont travaillé 13h30 hier. Donc moi, je veux bien qu'on se raconte des choses sur la santé, je veux bien qu'on se raconte des histoires. Hein. Mais c'est pas vrai que tu traites bien les gens quand tu as 12 heures, 14 heures de boulot dans les patins. Les internes, c'est pareil, des fois, ils se font 24 heures. Écoute, on peut se raconter des histoires, tout le monde peut se raconter des histoires. C'est pas vrai qu'à la 23e heure, tu traites les gens de la même façon qu'à la première heure. Nous, on est dans une situation où on est en sous-effectif chronique dans mon service. Il y a vraiment des moments, cette espèce de gouffre entre ce que j'aimerais faire et ce que je suis en capacité de faire, il est tellement énorme. D'abord, c'est de la souffrance pour moi, parce que c'est une souffrance en fait de savoir que tu ne fais pas les choses comme tu devrais les faire et comme tu pourrais les faire. Et que tu n'as pas le temps de te former, tu n'as pas le temps de comprendre ce que tu es en train de faire. Mais c'est aussi une souffrance pour mes patientes. Et de fait, je suis maltraitante. Ça, c'est sûr. C'est même pas une question, en fait. C'est la façon dont tout est structuré. Même si je ne le veux pas, je serai maltraitante. Parce que, encore une fois, il y a des patientes, je vois une situation qui m'interpelle un peu. Je me dis, cette situation m'interpelle un peu. J'aimerais bien revoir la patiente dans 15 minutes. Mais je sais que jamais de la vie, j'aurai le temps de revenir la voir dans 15 minutes. Hier, par exemple, il y a des patientes, j'aurais dû aller les voir toutes les 15 minutes, puis toutes les 30 minutes. Je n'ai pas été les voir du tout. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pu. Et tu sais que c'est des retards de prise en charge. Parce qu'ensuite, quand tu oublies pendant 1 heure, 2 heures, c'est pas que tu oublies, c'est que tu sais que tu dois le faire, mais il y a d'autres trucs qui viennent s'ajouter. Et tu as un retard de prise en charge. Mais les conséquences que ça peut avoir, c'est dramatique en fait. Moi, je peux pas vivre avec la trouille au ventre de me dire ce que j'ai pas fait, ça a peut-être une conséquence dramatique sur une patiente. Je refuse en fait. Je veux pas me lever le matin avec la boule au ventre, de pas savoir, tu sais, ou de rentrer chez moi et de pas savoir si ce que j'ai fait ou pas fait, en fait, ça a peut-être des conséquences graves sur les patientes, tu vois. Là hier, j'ai cru que j'avais craqué. Hein. Moi, comme j'habite à 5 minutes, je tiens jusqu'à chez moi. Et après, quand je rentre chez moi, des fois, je pleure.
Mais c'est pas parce qu'on le sait et qu'on l'a fait en connaissance de cause qu'on n'a pas le droit ensuite de râler, tu vois. Je refuse de laisser ce métier dans cet état à d'autres. J'aime ce métier de tout mon cœur et je ne veux pas que des gens puissent m'en dégoûter. Notamment, quand je dis des gens, c'est que des politiques, à force d'être appliqués, puissent nous dégoûter du métier, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe dans les services là. Et alors, tout est comme ça, hein, tout nous met dans la merde, si tu veux. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils disent, bon, bah, on fait une grosse enveloppe d'argent pour les hôpitaux, on réinvestit. Parce que tout s'effondre, tout. À n'importe quel niveau de l'hôpital, c'est effondré, sauf au niveau de la direction. La restauration, ici, elles sont mises en grève, là, il n'y a pas longtemps. Pareil, ça va pas. Les aides-soignantes, les infirmières, bon, je viens d'en parler, les internes, les externes, tout le monde est exploité dans ce truc-là, tu vois. Et ça tient comme ça, l'hôpital tient comme ça aussi. Par le fait que les femmes qui font le ménage travaillent 6 jours semaine. Mais enfin, il y a aujourd'hui, allez demander aux gens autour de vous si ça leur paraît ok de travailler 6 jours semaine. À qui ça paraît ok de faire ça? Alors après, s'il y a des Jean-Édouard, Ketchup, Ketspé qui veulent travailler 6 jours semaine dans une entreprise du CAC 40 à la con à faire je sais pas quoi, ça les regarde. Mais pas les personnes qui font le bio-nettoyage de l'hôpital, s'il vous plaît, quoi. Ça suffit, tu vois, la Startup Nation, là, je sais pas quoi, là, c'est bon, quoi. Cette précarisation-là globale de la société, de l'hôpital, mais aussi de toutes les autres structures de la société, du service public, etc., et des familles, mais ça entraîne plein de conséquences sociales. Est-ce que tu as accès à la nourriture? Est-ce que tu as accès à un logement? Un logement pas insalubre, à Paris, par ailleurs, tu vois. Est-ce que tu as accès à une sécurité, par exemple, quand on parle des droits des étrangers, tu vois? Est-ce que tu as accès à une sécurité qui fait que tu pourras aller te faire soigner? En fait, le problème, c'est que le nerf de la guerre, c'est le budget, de toute évidence, et donc c'est de la politique. Donc en fait, on n'a pas le choix. À l'hôpital, on ne peut pas se dire « Ah, mais moi, la politique, on s'en fout. » On devrait même... Enfin, ça, c'est pour mes collègues que je dis ça. On ne peut pas se le dire, ça, que la politique, on s'en fout. Parce qu'en fait, les choix budgétaires, c'est des choix politiques. Au bout de la journée, à la fin, c'est des choix politiques. Donc tu vois, quand on t'annonce 5 milliards de réduction par ici ou des milliards par là, ben en fait, c'est des lits qui ferment, quoi. C'est des postes qui sont pas maintenus. Et ça, c'est très concret. Pourquoi aux urgences, là, on a un collègue des urgences, pourquoi aux urgences, des fois, il y a 24 heures, 26 heures, 48 heures d'attente, voire 92 heures d'attente? Pourquoi? Pas à cause des gens qui viennent parce qu'ils ont un rhume, hein. Ça, on s'en fout, hein. Les médecins ils te le disent, hein. Les gens qui viennent parce qu'ils ont un rhume, ça leur prend 20 minutes, c'est réglé. Ils s'en vont, ils rentrent chez eux avec une ordonnance de paracétamol. C'est pas ça qui casse les urgences, hein. C'est pourquoi les gens ils attendent aux urgences? Parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation. Et tant que les politiques ils raconteront à la télé, à longueur de journée, qu'en fait le problème c'est que les gens sont teubés, parce qu'en fait c'est ça qu'ils te racontent à longueur de journée, ils te disent que les gens ils vont aux urgences pour rien, que... Enfin, par ailleurs, les gens ils vont aux urgences pour rien parce qu'en fait ils n'ont plus de médecin traitant, enfin donc voilà, hein. Mais passons. Que les gens font n'importe quoi et que tout ça c'est la faute des gens, sans jamais vouloir regarder le problème en face et se dire bah non en fait, c'est pas la faute des gens, c'est la faute de vous-même, hein. C'est vous les gens qui avez posé problème à l'hôpital en fait. Tu vois, c'est votre faute, c'est vous qui avez cassé tout l'hôpital, vous avez réduit tous les budgets, 16 000 lits ont disparu. Bah, ils n'ont pas disparu dans la nature, quoi. Ils ne sont pas envolés en fait. Ils ont été supprimés par les budgets austéritaires successifs de Macron. Ce qu'on nous rabâche à longueur de journée, c'est que les soignants sont des feignasses, que les patients font n'importe quoi, et que de toute façon, il faut faire payer les gens parce que ça coûte trop cher. Voilà. Mais la santé, oui, c'est un bien sur lequel on investit en fait. Sur lequel on investit pour le bien de tous. C'est un bien commun. Voilà. Donc il faut investir de l'argent. C'est la variable d'ajustement en fait, c'est ça. C'est la variable d'ajustement de tout ça. Oh, c'est pas grave, on va retirer un peu de sous à l'hôpital, de toute façon, elles fermeront leur bouche. Et puis si elles l'ouvrent, si elles se mettent en grève, de toute façon, c'est pas grave, on leur a privé de leur droit de grève. Moi, demain, si je veux vraiment être en grève, je dois me déclarer en grève, je suis assignée. Si je ne me pointe pas, attention, on vient me chercher avec les flics. Ça sera ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Le notaire vient t'apporter ton assignation en main propre. On peut venir chercher des infirmières avec les flics. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à la fois, tu es tellement indispensable que tu n'as pas le droit de faire grève, mais à la fois, tu sers tellement à rien qu'on va supprimer tous les postes. Les décisions comme ça, politiques, libérales, austéritaires, depuis des années,
viennent à briser profondément l'hôpital. Et franchement, à ce stade, je ne sais même plus comment est-ce qu'on peut le réparer, hormis en investissant, mais massivement dans l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a dit, le cornu? Il a dit, en fait, si on est dans la dette, c'est parce qu'on a investi sur l'hôpital. Non mais choc-barre on était. On a investi sur l'hôpital. Depuis qu'il a dit ça avec mes collègues, on cherche les millions. On est comme ça. Tu les as vus toi les millions? Non, on les a pas vus. On cherche comme ça dans les lits, non. Sur les murs, non. Ah, on n'a pas vu les millions dans l'hôpital, nous. Hein. Et tu sais de quoi il parle? En fait, il parle de la prime Ségur. Les 183 € de prime que les infirmières ont eues. Parce qu'en fait, avant, quand elles n'étaient pas payées, comme ça, elles étaient payées 200 balles de moins. Non mais oh. Là, ça se trouve, c'est un des miens, ceux-là. T'as tous les bébés du 20e, ça se trouve, ils sont un peu nés ici. Tu sais pas. À la fois, je suis en colère, à la fois, je suis fatiguée, comme plein d'infirmières. À la fois, franchement, j'aime mon travail, quoi. Donc, moi, le matin, quand je vais travailler, je suis contente. Je suis indignée, voilà. Je pense que c'est le mot. C'est indignée. Et donc ils vont arriver, ils vont revenir avec un nouveau budget et ils vont recommencer. Et là, nous, l'enjeu, ça va être de construire dans nos services, dans nos lieux de travail, de mobiliser nos collègues et de remettre un stop et de dire bah non, en fait, nous, on est ingouvernables dans ces situations-là. Et quand il se passe ce qui se passe là actuellement, c'est-à-dire quand on nous dit qu'on va encore rogner sur l'hôpital, bah cette colère, elle se transforme en force, quoi. J'aime bien manifester et puis je suis contente alors, je suis saucée un peu là, tu vas voir.